l'émission d'aujourd'hui, Il était une Flandre, sera un peu particulière. En effet, il se trouve que je viens de publier un livre qui s'appelle tout simplement « Légendes de Flandre ». Alors, pour faciliter, je dirais, la découverte de notre fond légendaire, eh bien, je me suis demandé s'il y avait des thèmes de regroupement possibles. Et j'en ai trouvé 7, hein, comme les 7 piliers de la sagesse. Hein. Bon. La Flandre, certains disent les Flandres, c'est cet ensemble de terres dont une partie était gagnée sur l'eau grâce au travail patient du flamand. Ces terres qui s'étendent depuis les collines d'Artois, et qui s'en vont jusqu'à l'estuaire de l'Escaut. Vous le voyez, c'est un territoire finalement assez considérable. Et c'est sur ce territoire-là que peu à peu sont apparues de grandes cités absolument merveilleuses qui furent parmi les premières en importance autrefois. Hein, je pense à Bruges, à Gand, à Ypres. Et puis sur la côte, on pense aux petites cités de Bergues et de Gravelines. Hein, et puis à l'intérieur, Lille et Douai, qui furent en Flandre. Dans le souvenir de l'histoire, il y avait 5 grandes villes en Flandre, ce qu'on appelait les 5 membres de la Flandre. C'était Gand, Bruges, Ypres, Lille et Douai. Bien sûr, quand on pense à la Flandre, c'est un peu comme le Mont-Saint-Michel, c'est la Flandre au péril de la mer. Et la mer était vraiment extrêmement dangereuse. Il faut savoir qu'autrefois, par exemple, en une nuit de tempête, Zuidcote a été complètement submergé. Et on a rebâti un nouveau village juste à côté. Bon. Mais il n'y avait pas que Zuidcote, il y avait finalement toute la Flandre côtière. Quand on y réfléchit, on sait que autrefois, la mer allait jusqu'à Watt. Et derrière Watt, il y avait un lac d'eau douce qui allait jusqu'à Saint-Omer. C'est quand même considérable. La mer qui va jusqu'à Watt. Hein, Gravelines, c'est apparu un peu plus tard, c'était sous l'eau. Mardic, c'était un peu sous l'eau. Et c'est ainsi. Côté belge, la mer allait jusqu'à Dixmude, au-delà de Furnes. C'est quand même extraordinaire. Donc la mer est constamment présente, je dirais, dans les souvenirs que le flamand a de son histoire. Il ne faut pas s'étonner de cette présence de la mer. Chez nous, si l'on veut retrouver localement, je dirais, ce souvenir sur le terrain, allons aux moors. Certains disent les moires. Bon, d'accord, allez, moi je dis les moors. Bon, ou bien dans la région de Merkegem, et on a encore le souvenir de cette invasion des flots. Voilà pourquoi, quand on raconte le fond légendaire de la Flandre, on ne peut pas passer à côté de cette présence de l'eau. Alors, je ne voudrais pas être exagérément pessimiste, mais enfin, prenons garde à ce que l'eau ne revienne pas prochainement par chez nous, aussi vite qu'elle n'est arrivée au 5e siècle. Au titre des mythes que l'on célèbre encore aujourd'hui, il y a d'abord le mythe des héros fondateurs. Alors il y en a 2 qui sont particulièrement importants. Il y a l'Heureuse de Cassel, parce que c'est aux Reuses de Cassel que l'on doit, selon la légende, je vous l'accorde, mais c'est aux Reuses de Cassel que l'on doit la fondation finalement d'un habitat pérenne sur les hauteurs du mont Cassel. Ce serait l'Heureuse d'ailleurs qui aurait, de par son action personnelle, en raclant le fond des marais, amassé suffisamment de sable et de petites terres friables sur lesquelles on a bâti les maisons sur cette éminence. Le deuxième héros légendaire auquel on ne peut pas ne pas penser, c'est celui qui nous a préservé des invasions des Vikings. Vous savez, ce que dans l'histoire on appelle c'est les Normands, les hommes du Nord. Hein. Ce sont les hommes du Nord qui ont fondé la Normandie et non l'inverse. Hein. Sont donc les Normands. Eh bien, ils nous ont beaucoup menacés au IXe siècle et nous avons été sauvés par plusieurs Flamands plus courageux que d'autres, et notamment le mythe nous rapporte à Jan den Oude-Cap, hein, Jean le bûcheron,
qui était le monsieur qui, dans son village, à Stanford, savait tout faire. Et c'est celui qui, un jour, que Charlemagne passait par là, parce que Charlemagne est passé par chez nous, d'après la mythologie, eh bien Charlemagne, passant par là, a discuté avec Jean, qui lui a fait une belle paire de chaussures tellement solides que Charlemagne les a conservées un certain temps. Et quand Charlemagne est repassé, parce qu'il passait souvent par chez nous, Charlemagne, eh bien, pour remercier Jean, Jan den Oude-Kaap, pour le remercier, il lui a offert une partie de son armement, son bouclier, son épée, son casque, etc. Et quand les Normands sont arrivés, après la mort de Charlemagne, Jean le bûcheron, avec cette panoplie d'armes que lui avait léguée le grand empereur, il se sentait invincible, et il l'était. Il l'était parce que, à lui tout seul, en chargeant les Normands, il les a mis en fuite, et les Normands sont remontés sur leur bateau, et ils sont partis très loin. Il paraît qu'ils se sont enfuis jusqu'en Normandie. D'autres héros de notre histoire, au moins dans les premiers siècles, ceux du Moyen-Âge, eh bien, ce sont les saints et les saintes. L'histoire essentielle, c'est celle des trois vierges de Castres. Elles sont passées à Castres en venant d'Angleterre pour aller en pèlerinage vers Rome. Et à Castres, elles se sont fait trucider par d'affreux brigands. À moins que ce ne soit des Anglais qui les aient suivis jusque-là. Mais enfin, heureusement pour nous, en Flandre, en principe, les histoires de saints doivent bien se terminer. Le seigneur de Strazel est venu à pied à Castres. Et à Castres, le seigneur de Strazel a découvert ces trois jeunes filles qui nageaient dans une mare de sang. Il a mis ses mains dans la mare de sang. Il a mis les mains à ses yeux, il a vu clair. Cet aveugle est devenu voyant grâce au sang des vierges de Castres. Donc c'est une histoire qui se termine bien. Hein ? Voilà. Et puis, comme autre sainte très honorable, il y a sainte Godelieve, Godelieve en flamand, hein, Godelaine, du côté de Virefroid, du côté de Marquise. Elle était originaire de cette région, de Marquise-Virefroid. Elle épousait un seigneur flamand de la région de Gistel. Le ménage n'a pas bien marché et, bon, abrégeons l'histoire. Sachez simplement qu'un jour que son mari était parti faire ses périodes de réserve du côté de l'armée du comte de Flandre, eh bien, pendant ce temps-là, la belle-mère, elle a fait étrangler Godelieve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Godelieve, eh bien, on l'invoque pour les maux de gorge, parce qu'en matière de maux de gorge, elle s'y connaît naturellement. Et puis il y a Saint-Gangoun. Saint-Gangoun, allez donc à la chapelle d'Outersten, à Saint-Gangoun, c'est le saint qu'on a inventé pour que tout aille bien, Hanhut. Alors là aussi, il suffit d'y croire. Vous avez un petit problème, notamment en matière de le fait de trouver un époux ou une épouse, hein, qui soit bien sous tout rapport, ou bien d'avoir des enfants bien comme il faut. Allez voir Saint-Gangoun, faites la petite prière, faites plusieurs fois le tour de la chapelle, et ça va aller, tout va aller vraiment comme sur des roulettes. Ah, tous ces saints, toutes ces saintes, eh bien, ils ont un point commun. Eh oui, vous ne devinerez sans doute pas lequel. Eh bien, je vous le donne. C'est que leur monture, leur véhicule de fonction, en quelque sorte, à l'époque, c'était un âne. Et il y a toutes les histoires de ces saints qui voyagent avec leur âne, sur leur âne, qu'ils ménagent bien comme il faut. Quelquefois, l'âne s'en va pendant que le saint fait sa prédication, comme dans la région entre Berg et Dunkerque. C'est arrivé. Mais enfin, on retrouve l'âne finalement. Hein. Et l'histoire se termine bien parce que ce sont les enfants qui retrouvent l'âne. Et sur le chemin, l'âne avait, comme le petit poussé, laissé non pas des cailloux, mais des petits bouts, des petites crottes, quoi, qu'il a changé en bonbons, en friandises, que les enfants se sont empressés de manger. Voilà. Donc, vous voyez, nos saints et nos saintes, personnages remarquables, mais qui nous aident toujours à sourire, à prendre la vie du bon côté. À côté de ces héros légendaires et historiques que furent les saints et les saintes, il y en a qui sont purement historiques et sur lesquels nous avons plusieurs histoires. Alors,
je vais vous les énumérer. Il y avait d'abord Robert le Frison, qui a gagné la bataille de Cassel contre les troupes du roi de France. Robert le Frison. Il y avait Baudouin IX, qui est devenu Baudouin Ier, empereur de l'Empire latin de Constantinople. C'est une histoire vraie. Il y a eu Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, celui grâce auquel nous avons fondé carrément la Toison d'Or. C'est nous, les Flamands, qui avons fondé la Toison d'Or. Voilà, il faut le savoir. Et puis le grand Charles Quint. Charles Quint qui aimait tellement la Flandre et ses auberges qu'il y a une histoire qui court sur lui et sur sa façon de boire la bière, ou plutôt de ne pas arriver à la boire. Enfin, vous verrez dans le livre, c'est bien expliqué. Et puis un autre grand personnage historique, Tichetache et sa chouette. On ne peut pas dissocier Tichetache et sa chouette. Déjà, dans le mythe, Till Eulenspiegel avait chouette. Mais Tichetache aussi a été sauvé par sa chouette quand les soldats de la Révolution sont venus le chercher au fond de son grenier. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Un personnage que l'on est forcé de rencontrer dans nos histoires, dans nos légendes, dans nos traditions, c'est le diable, bien entendu. Mais le diable, chez nous, un bon flamand arrive très souvent à le rouler. Pensez à ce qui s'est passé à Pitt-Gam, où le diable a été complètement roulé par ce brave Karl, et le diable est sorti de Pitt-Gam en s'enfonçant dans la terre, et c'est depuis ce jour-là que le trou s'est rempli d'eau et que nous avons la petite mare du diable à Pitt-Gam. Alors pensez aussi à une autre rencontre plus difficile, celle-là. Ça s'est passé à Clermarais, dont il ne reste que des ruines de l'ancien établissement religieux, il ne reste que des ruines, et où le diable a fait une partie d'échecs qui a duré toute la nuit. Mais en face de lui, il y avait un religieux qui, au moment décisif, sur la partie d'échecs, sur l'échiquier, a invoqué Notre-Dame. Et Notre-Dame l'a aidé à trouver le coup miraculeux qui fait qu'il a gagné la partie d'échecs contre le diable, et le diable s'est enfui. Voilà, le diable, on le rencontre chez nous, mais nous sommes plus forts que lui. Le flamand et son caractère et ce qu'il sait faire, il apparaît dans nos légendes, dans nos contes, dans nos récits, dans nos histoires. Alors le flamand, c'est d'abord un bâtisseur. Le flamand, il construit. Il édifie une région, il édifie un pays. C'est un grand constructeur. Pensons simplement à l'histoire des tours de l'abbaye de Berg, Berg-Saint-Vinoc, que l'on voit très bien depuis les hauteurs de Sox, en sortant de la ville. Il y a toute une histoire là-dessus, je vous invite à la découvrir. Mais le flamand est un grand bâtisseur. Alors le flamand est aussi quelqu'un d'extrêmement rude au travail et d'ingénieux dans les techniques. Chez nous, de très bonne heure, nous avons eu des moulins pour le blé, des moulins pour faire de l'huile, des moulins qui ont servi à broyer les plantes qui donnaient la teinture, la couleur à nos étoffes. Le moulin, chez nous, c'est un aspect technique fondamental sur lequel courent nombre et nombre d'histoires, de petites histoires, plus ou moins vraies, mais qui ont tout un point commun, c'est que le moulin, c'est pas seulement pour faire beau dans la nature, dans le paysage, le moulin, c'est finalement l'ancêtre technologique de notre révolution industrielle du 19e siècle. Alors, il y a aussi l'aspect artisan traditionnel, et rien de tel pour symboliser cet aspect artisan traditionnel que de penser à nos dentelières, ou bien à la paysanne qui, chez elle, travaille sur le rouet. Elle file, elle prend son temps. Et il y a des histoires absolument merveilleuses sur la paysanne qui est bien, je dirais, attachée à son rouet. Et grâce à cette paysanne, dans la famille flamande, on mange à peu près à sa faim. C'est le complément de salaire par rapport au salaire principal que rapporte le mari. Voilà le paysan flamand, l'artisan flamand, presque l'industriel flamand. Dans nos légendes, bien sûr,
il y a souvent un côté moralisateur. D'ailleurs, le mot légende qui vient du latin, legendus, legenda, ça veut dire qui doit être lu. On doit lire la légende, comme ça nous édifie notre morale. Tant que vous n'avez pas lu les légendes, vous n'avez pas tellement le sens de la morale. Mais quand vous avez lu nos légendes flamandes, vous êtes quelqu'un de très moralisateur, finalement. Alors, dans le livre, je privilégierai une histoire. C'est celle de Cola Capon. Colas Capun. Colas Capun, Cola Capon, c'est la même chose, c'est le même personnage, qui a... Dès l'enfance, c'était un mauvais garçon, tout petit à l'école déjà, ça n'allait pas bien. Et puis après, il n'a fait que commettre des méfaits. Il a fini quand même dans les mains de la justice, parce qu'un jour, il a fait naufrage. Et les Flamands sur la côte l'ont recueilli, l'ont repris, ils ont tout de suite compris à qui il avait affaire, et ils l'ont mis dans les mains de la justice, et il est mort, condamné par le tribunal. La morale a triomphé. C'est ça dans nos légendes, c'est le côté moralisateur. Lisez une légende, vous aurez un peu le sens de la morale. Le bon et le méchant finit toujours par perdre. C'est normal. Le Flamand, enfin, ne l'oublions pas, c'est un homme qui aime faire la fête. Il travaille, il révère les saints et les saintes, il a le culte des héros, il travaille la terre comme dans l'industrie, comme dans l'artisanat, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il le peut, il fait la fête. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de venir chaque année au carnaval de Bailleul, où trône dans toute sa majesté et sa truculence, le géant Gargantua. Alors il y a à Bailleul des tas d'histoires qui roulent autour de Gargantua. Découvrez-les vous-même. Et puis, ce qu'il y a de fondamental dans la fête flamande, au cours de la kermesse, on danse, on chante, on boit et on boit de la bière. Ne vous attaquez pas à la bière chez les Flamands. Ils vous en cuiraient. Je vous rappellerai, et l'histoire est écrite dans le livre, que c'est parce qu'on avait trop augmenté d'un seul coup les taxes sur la bière que les Flamands se sont révoltés et ont trucidé les troupes qui étaient venues réprimer leur révolte. N'augmentons pas trop les taxes sur la bière, c'est ainsi. Et puis la bière, eh bien, on l'apprivoise, la bière, si je puis dire. Et la bière, le Flamand, dès qu'il peut la boire pour pas cher, il saisit l'opportunité. C'est à Bailleul, mais ça s'est vu aussi dans d'autres villes, mais c'est à Bailleul qu'on raconte l'histoire de ces Flamands qui sortaient de la ville pour aller boire la bière dans les villages à côté, parce que dans les villages à côté, les taxes sur la bière étaient moins élevées, la bière était moins chère. Alors ils partaient en procession, ils quittaient la ville, et le soir, ils rentraient au clair de lune, en s'aidant les uns les autres à se tenir debout et à marcher correctement. Ils avaient étanché leur soif de bière pour pas cher. Ça aussi, ça caractérise le Flamand. Bien s'amuser pour pas cher. C'est important.